Le 16 décembre 1838, l'eau de la rivière Nkom, en Afrique australe, est devenue rouge. Pas d'un rouge léger, comme celui d'un coucher de soleil reflété sur les flots. Non, un rouge profond, épais, celui du sang de milliers d'hommes morts en quelques heures. Cette rivière porte depuis ce jour un nom qui glace encore le sang. Blood River, la rivière de sang. Ce matin-là, 464 hommes blancs se réveillent dans un cercle de chariots, entourés de 10 000 à 30 000 guerriers zoulous prêts à les massacrer. Ces hommes sont des Boers, des fermiers afrikaners d'origine hollandaise et française qui ont fui la domination britannique. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres à travers des terres hostiles, perdu des centaines des leurs, et maintenant ils font face à leur plus grand défi. 3 heures plus tard, plus de 3000 guerriers zoulous gisent morts autour de leur campement. La rivière coule rouge. Les Boers comptent leurs pertes, 3 blessés légers. Aucun mort. C'est l'une des victoires militaires les plus disproportionnées de l'histoire moderne. Pour comprendre ce bain de sang, il faut remonter quelques années en arrière. En 1814, la Grande-Bretagne s'empare de la colonie du Cap, possession hollandaise depuis 1652. Les Afrikaners, ces descendants de colons protestants hollandais, français et allemands, vivent au Cap depuis presque 2 siècles. Ils parlent l'afrikan, une langue dérivée du néerlandais. Ils se considèrent comme des Africains à part entière. Mais les Britanniques imposent leurs lois, leur langue, leur système. En 1834, ils abolissent l'esclavage dans tout l'Empire, y compris au Cap. Pour les fermiers Boers qui dépendent d'une main-d'œuvre servile pour leurs exploitations, c'est le coup de grâce. Ils n'acceptent pas non plus l'égalité juridique imposée entre blancs et noirs. 20 000 Afrikaners décident alors de partir. Ils chargent leurs familles, leurs biens, leur bétail sur des chars à bœuf et remontent vers le nord. C'est le Grand Trek, la grande migration. Ils s'appellent eux-mêmes les Voortrekkers, les pionniers. Leur objectif, trouver une terre où ils pourront vivre selon leurs propres lois, loin de la tutelle britannique. Le voyage est brutal. Ils traversent des zones arides, affrontent des maladies, des bêtes sauvages, des tribus hostiles. Beaucoup meurent en chemin. Mais ils continuent, guidés par leur foi protestante et leur conviction d'être un peuple élu par Dieu, une sorte de nouvel Israël cherchant sa terre promise. En 1837, un groupe de Voortrekkers franchit la barrière montagneuse du Drakensberg et découvre le Natal, une région fertile au bord de l'océan Indien. Le problème, cette terre appartient déjà à quelqu'un, le royaume zoulou. À cette époque, les Zoulous dominent toute la région. Leur royaume s'est construit dans le sang. Dans les années 1810 à 1820, un chef militaire génial nommé Shaka Zulu a révolutionné l'art de la guerre africaine. Il a créé une machine de guerre redoutable, organisée en régiments appelés impis, armés de sagaies courtes pour le combat rapproché et d'immenses boucliers de cuir. Shaka a massacré, conquis, unifié. Le Mfekan, la grande dévastation, a dépeuplé des régions entières. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées ou contraintes à l'exil. De plus d'1 million d'habitants, le royaume zoulou est passé à 500 000 après ces guerres sanglantes. En 1828, Shaka est assassiné par son demi-frère Dingaan, qui prend le pouvoir. Dingaan est différent de Shaka, moins visionnaire militairement, mais tout aussi impitoyable. Son règne est marqué par la paranoïa et les exécutions. Il fait étrangler généraux et princes qu'il soupçonne de trahison. Son demi-frère Mpand ne survit que parce que Dingaan le considère comme inoffensif. Quand les Voortrekkers arrivent à ses frontières, Dingaan est méfiant. Ces Blancs avec leurs fusils et leurs chariots représentent une menace. Mais ils peuvent aussi être utiles. Dingaan décide de jouer le jeu diplomatique. En novembre 1837, Piet Retief, l'un des chefs Voortrekkers, rencontre Dingaan. Retief est un homme d'une 50aine d'années, respecté parmi les siens. Il veut négocier l'achat de terres au Natal. Dingaan semble d'accord, mais pose une condition. Retief doit d'abord lui ramener du bétail volé par un chef rival, Sikonyela. Retief accepte. En janvier 1838, il récupère le bétail par la ruse et retourne voir Dingaan le 3 février avec 70 hommes.
Il amène les bêtes comme convenu. Dingaan signe un traité accordant aux Boers les terres entre les rivières Tugela et Mzimvubu. L'affaire semble réglée. Le 6 février 1838, Dingaan invite Retief et ses hommes à une fête d'adieu. Les Boers doivent laisser leurs armes à l'entrée du kraal royal, selon le protocole. Ils acceptent. La fête commence. Des danseurs zoulous exécutent des danses guerrières impressionnantes. L'ambiance est festive. Soudain, Dingaan se lève et crie « Boulalani à Batakati ! Tuez les sorciers !» Les guerriers zoulous se rundent sur les Boers sans défense et les massacrent à coups de massue. Retief et ses 70 compagnons sont exécutés. Leurs corps sont jetés sur une colline appelée Kwamatiwan. Mais Dingaan ne s'arrête pas là. Le même jour, il envoie ses impies attaquer les campements Boers dans les montagnes. Les Zoulous frappent à l'aube du 17 février. Les familles dorment, sans méfiance. C'est un carnage. 500 Boers sont tués, dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants. Les Zoulous égorgent également des serviteurs noirs. Ils s'emparent de 25 000 têtes de bétail, des milliers de moutons et de chevaux. Le lieu du massacre est rebaptisé Winen, qui signifie « pleurs » en afrikaans. Les Voortrekkers survivants sont dévastés mais furieux. Ils veulent vengeance. 2 commandos sont formés. Le premier est dirigé par Piet Huys, le second par Hendrik Potgieter. En avril 1838, ils marchent sur la capitale zoulou, Mngungundlovu, avec environ 350 hommes. Mais Dingaan les attend. Il les attire dans un piège à Italeni, une vallée étroite où les Boers ne peuvent pas déployer leurs chariots en formation défensive. Les Zoulous les submergent par le nombre. Piet Huys est tué avec son fils Dirki, âgé de seulement 15 ans. Dirki refuse d'abandonner son père blessé et meurt à ses côtés. Des dizaines d'autres Boers périssent. Potgieter bat en retraite, humilié. Cette défaite brise le moral des Voortrekkers. Beaucoup envisagent d'abandonner le Natal et de retourner sur le plateau du Highveld. Le rêve d'une terre promise semble s'écrouler. Mais le 12 août 1838, les Zoulous commettent une erreur. Ils attaquent un autre lager-boer avec Kop. Cette fois, les Boers sont préparés. Leurs chariots sont en cercle, formant une forteresse mobile. Le général Zoulou Ndlela Kasompisi, vétéran des campagnes de Chaka, lance ses 10 000 guerriers contre cette position. Pendant 3 jours et 3 nuits, les Zoulous attaquent Natet par vagues. Ils se jettent sur les chariots avec un courage suicidaire, mais les fusils des Boers les fauchent. Les cadavres s'empilent. Finalement, Ndlela ordonne le repli. Les Boers sont tenus. Cette victoire redonne espoir aux Voortrekkers. Ils comprennent que dans une position fortifiée, avec des fusils, ils peuvent vaincre les Zoulous malgré l'infériorité numérique écrasante. Le 26 novembre 1838, un nouvel homme prend le commandement des forces Boer, Andry Pretorius. À 40 ans, Pretorius est un fermier prospère, un leader naturel. Grand, imposant, il inspire confiance. Il a l'expérience des campagnes contre les tribus africaines. Surtout, il a un plan. Pretorius rassemble 64 chariots et 464 hommes armés. Il a aussi quelques serviteurs de couleur et des auxiliaires bantous. Mais l'essentiel de sa force, ce sont ces 464 Boers, tous tireurs expérimentés. Chacun possède plusieurs mousquets et pistolets. Pretorius dispose aussi de 2 canons, un de 4 livres et un de 6 livres, chargés de mitraille. Mais avant de partir en campagne, Pretorius et ses hommes font un vœu solennel. Le 7 décembre 1838, guidé par Sarel Cillier, le chef spirituel des Voortrekkers, ils jurent devant Dieu. Si le Seigneur leur accorde la victoire, ils consacreront ce jour comme une fête religieuse perpétuelle et construiront une église en son honneur. Ce vœu sera répété chaque soir jusqu'à la bataille. Pour ces hommes profondément religieux, c'est un pacte sacré. Ils se voient comme les nouveaux Israélites combattant les Philistins. Leur Dieu les protégera. Pretorius avance prudemment vers le territoire zoulou. Il ne veut pas répéter l'erreur de Potgieter à Italeni. Pas question de se faire piéger dans un défilé. Il cherche un terrain ouvert où il pourra établir son lager et forcer les Zoulous à venir à lui. Le 14 décembre, le commando traverse la rivière Buffalo, à 10 km du site futur de la bataille. Pretorius est encore à 80 km de sa cible, Mngungundlovu, la capitale de Dingaan.
Le 15 décembre, des éclaireurs reviennent avec des nouvelles alarmantes. Une armée zoulou massive se trouve à proximité, dans un terrain accidenté à l'est. Les guerriers zoulous tentent de les attirer dans un piège, comme à Italeni. Sarel Siliès veut foncer et attaquer. Mais Praetorius refuse. Il a vu ce qui s'est passé en avril. Il ne tombera pas dans le même piège. Au lieu de cela, il choisit de s'arrêter et d'établir son lager dans un endroit de son choix, en espérant que les Zoulous viendront l'attaquer. Praetorius trouve l'emplacement parfait. C'est un méandre de la rivière Encombe, un petit affluent de la Buffalo. Le terrain présente des avantages tactiques extraordinaires. Au sud, une ravine profonde de 8 mètres descend vers un bassin où nagent des hippopotames. À l'est, un marécage. Ces obstacles naturels protègent 2 flancs du lager. Les Boers disposent leurs 64 chariots en cercle. Chaque chariot est attelé à 16 bœufs, mais les bêtes sont placées à l'intérieur du cercle pour les protéger. Les roues des chariots sont enchaînées ensemble. Les espaces entre les véhicules sont comblés avec des planches et des branches d'épineux. C'est une forteresse mobile, une technique Boer appelée lager, qui a fait ses preuves. Les 2 canons sont positionnés stratégiquement pour couvrir les approches principales. Les hommes vérifient leurs armes, chacun a plusieurs fusils chargés, car le rechargement d'un mousquet à silex prend environ 30 secondes. Avoir des armes en réserve est vital. La nuit tombe. Les Boers montent la garde. Ils savent que les Zoulous sont proches. Certains prient, d'autres vérifient une dernière fois leur équipement. Ils sont 464 contre une armée qui pourrait compter jusqu'à 30 000 hommes. Les statistiques sont contre eux, mais ils ont foi en Dieu et en leurs fusils. Le 16 décembre 1838, l'aube se lève sur un spectacle terrifiant. Quand la lumière du soleil dissipe la brume matinale, les Boers découvrent qu'ils sont complètement encerclés. Des milliers et des milliers de guerriers zoulous, leurs boucliers formant une mer ondulante, les entourent de tous côtés. Les guerriers zoulous sont organisés en régiments selon leur âge. Les boucliers rouges, les plus jeunes et les plus fougueux. Les boucliers noirs, expérimentés et disciplinés. Et de l'autre côté de la rivière, les boucliers blancs, l'élite sous le commandement direct du général Ndlela Kassompisi. Ces derniers observent, attendant leur tour. Les Zoulous ne disposent d'aucune arme à feu. Ils combattent avec des sagaies courtes, des lances de jet et leurs immenses boucliers de peau de bœuf. Leur tactique habituelle, héritée de Shaka, est l'encerclement en forme de corne de buffle. Les ailes encerclent l'ennemi pendant que le centre fixe et enfonce. Mais contre un lager, cette tactique ne fonctionne pas. Les Zoulous doivent charger en ligne droite contre des chariots fortifiés, sous le feu des mousquets et des canons. C'est exactement ce que Praetorius voulait. Le commandement zoulou est assuré par Ndlela et Dambuza. Ces généraux ont servi sous Shaka et sous Dingaan. Ils ont gagné des dizaines de batailles, mais ils n'ont jamais affronté une position aussi fortifiée. Les estimations sur le nombre exact de guerriers varient. Certaines sources parlent de 10 000, d'autres de 15 000, et certaines vont jusqu'à 30 000. La vérité se situe probablement entre 15 000 et 20 000. Vers 6 heures du matin, les Zoulous attaquent. La première vague se lance. Des milliers de guerriers se rudent vers le lager en criant leurs chants de guerre, brandissant leurs saguets, frappant leurs boucliers contre le sol. Le bruit est assourdissant. La terre tremble sous leurs pas. Praetorius donne ses ordres calmement. Les Boers attendent, fusils pointés entre les roues des chariots. Il laisse les Zoulous s'approcher. À 50 mètres, Praetorius crie « Vur ! Feu !» Une salve dévastatrice éclate. Les canons crachent leurs mitrailles, transformant les premières lignes zoulous en brouillard rouge. Les fusils crépitent. À cette distance, avec des cibles aussi massées, chaque balle touche. Des guerriers s'effondrent par dizaines. Mais les Zoulous continuent. Ils enjambent leurs camarades tombés et chargent. Ils arrivent jusqu'aux chariots. Certains tentent de les escalader. Les Boers tirent à bout portant. Ils utilisent des pistolets quand l'ennemi est trop proche. Des combats au corps à corps éclatent. Puis la fumée de la poudre se dissipe. Les Zoulous reculent, laissant des centaines de corps devant le lager. Mais ils se regroupent et attaquent à nouveau. Deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Pendant des heures, les assauts se succèdent. Les Zoulous font preuve d'un courage extraordinaire. Ils escaladent des montagnes de cadavres pour atteindre les chariots. Mais les fusils continuent de tirer.
Les Boers ont organisé un système de rotation. Ceux qui ont tiré rechargent pendant que d'autres prennent le relais. Le feu ne cesse jamais. Les canons sont particulièrement meurtriers. Chargés de mitraille, des dizaines de balles de plomb et de clous, ils fauchent des lignes entières à chaque tir. Les servants des pièces travaillent comme des machines, rechargeant, visant, tirant, sans interruption. Vers le milieu de la matinée, même les boucliers blancs, l'élite de Ndlela, traversent la rivière et se joignent à l'assaut. Mais eux aussi se brisent contre le lager. Les défenses naturelles font des ravages. La ravine au sud devient un piège mortel. Des guerriers zoulous y tombent ou s'y entassent, créant des cibles faciles. La rivière elle-même se teinte de rouge. Les corps des morts et des blessés tombent dans l'eau. Le sang coule dans le courant. Les témoins Boers décriront plus tard comment la Nkom est devenue écarlate, justifiant son nouveau nom, Blood River. Après environ 2 heures de combat, Pretorius voit que les Zoulous commencent à fatiguer. Les assauts sont moins coordonnés. Les guerriers sont épuisés, démoralisés par les pertes terribles. C'est le moment. Pretorius prend une décision audacieuse et inattendue. Il va contre-attaquer. Il sélectionne 300 cavaliers, environ 2/3 de sa force. Il fait ouvrir une brèche dans le lager et lance sa cavalerie. Les chevaux jaillissent du cercle de chariots. Les Boers chargent en ligne, fusils et pistolets à la main. Les Zoulous, qui s'attendaient à continuer de martyrer le lager, sont pris par surprise. Les cavaliers Boers sont des tireurs d'élite. Ils chevauchent entre les formations zoulous, tirant à bout portant, puis rechargeant au galop. C'est le chaos. Les régiments zoulous tentent de se reformer, mais la confusion est totale. Certains fuient. D'autres essaient de résister mais sont balayés. Les cavaliers Boers font plus de 500 morts supplémentaires en quelques minutes. Pretorius lui-même reçoit un coup de saguet à la main, une blessure superficielle. C'est l'une des 3 seules blessures Boers de toute la bataille. La déroute est complète. Les guerriers zoulous fuient dans toutes les directions. Beaucoup se jettent dans la rivière pour échapper aux balles et se noient. D'autres se retrouvent piégés dans la ravine et sont abattus. Les Boers les poursuivent pendant environ 2 heures jusqu'aux plaines de Matambo, tuant tous ceux qu'ils rattrapent. Vers midi, Pretorius ordonne le repli. Ses hommes retournent au lager. Ils descendent de cheval. Le silence tombe sur le champ de bataille, rompu seulement par les gémissements des blessés zoulous. Les Boers font le tour du champ de bataille. Le spectacle est apocalyptique. Des milliers de corps jonchent le sol. Certains sont empilés à plusieurs hauteurs devant les chariots. La ravine est remplie de cadavres. La rivière charrie des dizaines de noyés. Les Boers commencent à compter. Ils arrivent à un chiffre d'environ 3000 morts zoulous. Certaines estimations modernes suggèrent que ce nombre pourrait être gonflé, avançant plutôt 1000 à 1500 tués. Mais même en prenant le chiffre le plus conservateur, le massacre reste disproportionné. Parmi les morts zoulous se trouvent 2 princes, des rivaux du prince Mpande pour le trône. Pour Dingaan, c'est une catastrophe militaire et politique. Côté Boer, 3 blessés légers, Andri Pretorius avec sa main entaillée, 2 autres hommes avec des égratignures. 0 mort. C'est presque incroyable. La disproportion défie l'entendement. Comment 464 hommes ont-ils pu infliger 1000 à 3000 morts sans perdre un seul des leurs? La réponse tient à plusieurs facteurs. D'abord, la supériorité technologique écrasante. Des mousquets et des canons contre des saguets. C'est comme si une armée moderne affrontait des guerriers médiévaux. Ensuite, la position défensive parfaite. Le lager transforme la bataille en un tir au pigeon. Les Zoulous doivent charger à découvert contre des ennemis protégés. Enfin, le professionnalisme des Boers. Ce sont des chasseurs et des fermiers habitués à tirer. Chaque homme connaît son arme intimement. Les Boers organisent un service religieux dans le lager. Sarel Silies dirige la prière. Les hommes remercient Dieu pour cette victoire miraculeuse. Ils renouvellent leurs vœux. Ce jour sera célébré à jamais comme un jour saint. Ils construiront une église comme promis. Puis ils se remettent en selle et reprennent leur route vers Mngungundlovu. Le 20 décembre 1838, 4 jours après la bataille, le commando Boer arrive en vue de Mngungundlovu. Mais la capitale est déserte. Dingaan a fui, brûlant sa propre ville avant de partir. Les flammes ont consumé les huttes royales. Seuls restent debout les palissades carbonisées. Les Boers fouillent les ruines.
Sur la colline de Kwamatiwan, ils trouvent ce qu'ils cherchaient, les ossements de Piet Retief et de ses 70 compagnons. Les squelettes sont rassemblés et enterrés avec les honneurs militaires. Dans les vêtements de Retief, miraculeusement préservés, ils découvrent le traité signé par Dingaan, celui qui accordait les terres aux Boers. C'est une victoire symbolique importante. Mais Dingaan est toujours en vie, en fuite quelque part dans le bush. La guerre n'est pas terminée. Les escarmouches continuent pendant des mois. Les Zulus remportent au même quelques victoires mineures, mais le choc de Blood River a brisé le moral du royaume. Pire encore pour Dingaan, son demi-frère Mpand, celui qu'il méprisait, fait défection avec 17 000 partisans. Mpand s'allie avec Pretorius. Ensemble, ils renversent Dingaan. En 1840, Mpand devient le nouveau roi zoulou, installé par les Boers. Dingaan fuit vers le nord, où il est finalement assassiné par les Swazi. Le général Ndlela, qui a échoué à Blood River, est étranglé sur ordre de Dingaan avant la chute du roi. C'est la mort traditionnelle pour un général vaincu, étranglé avec des lanières de cuir de bœuf. Les Boers établissent la République de Natalia, avec pour capitale Pietermaritzburg, nommée en l'honneur de Piet Retief. En 1841, ils construisent une église comme promis, l'église du vœu. Le 16 décembre devient le jour du vœu, une fête religieuse nationale pour les afrikaners. La victoire de Blood River prend une dimension mythique dans la culture afrikaner. Elle est vue comme la preuve que Dieu est de leur côté, qu'ils sont vraiment un peuple élu. Cette conviction renforcera leur sentiment de supériorité raciale et justifiera à leurs yeux la domination blanche en Afrique du Sud. Mais la République de Natalia ne durera pas. Les Britanniques n'ont jamais accepté la présence Boer dans cette région stratégique près de Port-Natal, le futur Durban. En 1842, un corps expéditionnaire britannique débarque et attaque. Les Boers résistent, mais sont finalement vaincus. En 1843, le Natal est annexé par la couronne britannique. Les Boers reprennent leurs chariots et continuent le grand trek vers le nord. Ils fondent deux nouvelles républiques, l'État libre d'Orange et la République sud-africaine du Transvaal. Ces républiques survivront jusqu'à la fin du siècle, quand les guerres des Boers contre l'Empire britannique les détruiront. En 1939, exactement un siècle après la bataille, le gouvernement afrikaner construit un monument immense sur le site. 64 chariots en bronze, disposés en cercle comme le lager original, dominent la rivière. C'est un lieu de pèlerinage pour les nationalistes afrikaners. Le 16 décembre devient le jour de Dingaan, puis le jour du vœu, une fête nationale officielle en Afrique du Sud. Chaque année, des milliers d'Afrikaners viennent célébrer cette victoire qui pour eux symbolise la naissance de leur nation. Mais pour les Zulus et les Noirs sud-africains, c'est une journée de deuil. Elle représente le début de leur assujettissement. Blood River marque le moment où la domination blanche s'impose par la force des armes. Pendant l'apartheid, le régime raciste sud-africain utilise Blood River comme symbole de la supériorité blanche. La bataille est enseignée dans les écoles comme une victoire divine, la preuve que Dieu a choisi les Blancs pour diriger l'Afrique du Sud. Ce n'est qu'en 1994, avec la fin de l'apartheid et l'élection de Nelson Mandela, que cette lecture change. Le jour du vœu est rebaptisé Jour de la Réconciliation. Le gouvernement construit un nouveau monument de l'autre côté de la rivière, le musée de Nkom, qui raconte la bataille du point de vue zoulou. Un pont piétonnier relie maintenant les deux monuments, symbolisant la réconciliation entre blancs et noirs en Afrique du Sud. Mais les blessures sont encore vives. Pour beaucoup d'Afrikaners conservateurs, Blood River reste un symbole de fierté nationale. Pour beaucoup de Noirs, c'est le symbole de l'oppression coloniale. Plus de 180 ans après les faits, Blood River continue de fasciner les historiens. Plusieurs questions restent débattues. Le chiffre de 3000 morts zoulous est-il exact? Certains spécialistes le contestent. Ils font remarquer que lors de batailles similaires ultérieures, avec des armes comparables, les pertes sont généralement moins lourdes. En 1879, lors de la bataille de Rorke's Drift, 150 soldats britanniques repoussent 4000 guerriers zoulous, tuant environ 500 à 1000 d'entre eux. C'est déjà extraordinaire, mais loin des 3000 de Blood River.
Les Britanniques disposaient pourtant de fusils à chargement par la culasse, bien plus rapides que les mousquets Boer de 1838. Certains historiens suggèrent que le chiffre de 3000 a été gonflé par les Boers pour amplifier leur victoire. Ils proposent plutôt 1000 à 1500 morts, ce qui reste un massacre considérable mais plus plausible. D'autres débattent des raisons de l'échec zoulou. Pourquoi Ndlela, un général expérimenté, a-t-il continué ses assauts frontaux suicidaires? Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'affamer le lager par un siège? Pourquoi attaquer un objectif aussi fortifié? Une théorie est que les guerriers zoulous, conditionnés par des décennies de victoires, ne pouvaient pas concevoir qu'ils puissent perdre. Leur culture militaire valorisait le courage et l'assaut direct. Battre en retraite ou assiéger était considéré comme lâche. Cette mentalité, héritée de Shaka, a causé leur perte. Une autre théorie met en avant les divisions au sein du commandement zoulou. Peut-être que Dingaan voulait affaiblir les régiments de Ndlela, qu'il considérait comme trop puissants et potentiellement dangereux pour son trône. Il y a aussi la question du renseignement. Les Zoulous savaient-ils exactement à quoi ils faisaient face? Avaient-ils compris la puissance de feu d'un lager fortifié? Les témoignages suggèrent que non. Les guerriers Zoulous avaient vaincu d'autres groupes armés de fusils auparavant, notamment lors de raids contre des fermes isolées. Ils ne s'attendaient probablement pas à une telle concentration de puissance de feu. La technologie a joué un rôle décisif à Blood River. Les fusils Boer étaient principalement des mousquets à silex, l'arme standard de l'époque. Un tireur expérimenté pouvait tirer 2 à 3 coups par minute. Ces armes avaient une portée effective d'environ 100 mètres, mais restaient mortelles jusqu'à 200 mètres. Les Boers utilisaient aussi des fusils de chasse, des carabines et de nombreux pistolets pour le combat rapproché. Chaque homme possédait en moyenne 3 ou 4 armes, ce qui multipliait sa cadence de tir. Pendant qu'un fusil refroidissait et se rechargeait, le tireur en utilisait un autre. Les 2 canons étaient chargés avec de la mitraille, des balles de plomb, des clous, des morceaux de ferraille. À courte distance, un canon ainsi chargé transformait un groupe compact de guerriers en boucherie. Chaque tir pouvait tuer ou blesser des dizaines d'hommes. Face à cela, les Zoulous n'avaient que des armes blanches. L'Ikloa, la sagaie courte de Shaka, était une arme redoutable au corps à corps, mais elle était inutile contre des ennemis derrière des fortifications, tirant à distance. Les Zoulous possédaient aussi quelques lances de jet, mais leur portée ne dépassait pas 30 mètres, et leur précision laissait à désirer. Certains guerriers Zoulous portaient des boucliers en peau de bœuf tanné, capables d'arrêter une lance ou une flèche, mais une balle de mousquet les traversait comme du papier. Ces boucliers, qui avaient fait la force des armées zoulous contre d'autres tribus africaines, étaient obsolètes face aux armes à feu. Les témoignages Boers décrivent le courage extraordinaire des guerriers zoulous. Malgré les pertes terrifiantes, ils continuaient de charger. Des hommes enjambaient des monceaux de camarades morts pour atteindre les chariots. Certains réussissaient à escalader les véhicules avant d'être abattus. Cette bravoure s'explique par la culture militaire zoulou. Depuis Shaka, les guerriers étaient conditionnés à mépriser la mort. La lâcheté au combat était punie de mort. Un régiment qui reculait sans ordre pouvait être décimé par le roi lui-même. Les guerriers préféraient mourir au combat plutôt que de rentrer vaincus. De plus, les Zoulous combattaient selon des règles ritualisées. Les batailles traditionnelles commençaient souvent par des duels individuels, suivis de charges massives. Le but était d'écraser l'ennemi, physiquement et psychologiquement. Cette approche fonctionnait contre d'autres armées africaines, mais était suicidaire contre des armes à feu. Les Boers, de leur côté, combattaient froidement, méthodiquement. Ils visaient, tiraient, rechargeaient, recommençaient. Les témoignages ne mentionnent aucune panique dans le lager. Les hommes exécutaient leurs tâches comme à la chasse. Pour eux, c'était un travail sanglant, mais nécessaire. Cette froideur s'explique aussi par leur vision du monde. Les Boers se considéraient comme supérieurs aux Noirs, qu'ils appelaient « kafir », un terme arabe péjoratif signifiant « infidèle ». Pour eux, tuer des Zoulous n'était pas différent de tuer des animaux dangereux, c'était nettoyer la terre que Dieu leur avait promise. Après Blood River, le pouvoir zoulou s'effondre rapidement. Dingaan perd toute crédibilité. Ses généraux sont soit morts au combat, soit exécutés pour leur échec. Les régiments sont décimés et démoralisés.
Le royaume se fragmente. Mpande, avec l'aide des Boers, prend le pouvoir en janvier 1840. Il devient un roi fantoche, obligé de céder d'immenses territoires aux Voortrekkers. La région au sud de la rivière Tugela devient territoire Boer. Des milliers de kilomètres carrés de terres fertiles changent de main. Les Boers établissent des fermes dans tout le Natal. Ils importent des esclaves, exploitent la terre, construisent des villages. Pietermaritzburg devient une ville prospère. Le port de Durban se développe, attirant des commerçants britanniques. Mais cette prospérité boer est de courte durée. Londres n'accepte pas l'existence d'une république indépendante contrôlant un port stratégique sur l'océan Indien. En 1842, les troupes britanniques débarquent. Les Boers tentent de résister mais sont écrasés à la bataille de Kongella. Le 8 août 1843, le Natal devient colonie britannique. Les Boers sont furieux mais impuissants. Beaucoup partent vers le nord, franchissant la rivière Vaal pour établir de nouvelles républiques hors de portée britannique. D'autres restent et s'adaptent à la domination britannique. Les Zoulous, eux, restent indépendants sous Mpande. Le nouveau roi est intelligent. Il comprend qu'il ne peut pas vaincre les Blancs militairement. Il adopte une politique de paix et de coexistence. Son règne, qui durera jusqu'en 1872, est relativement calme. En 1872, le fils de Mpande, Cetshwayo, prend le pouvoir. C'est un homme totalement différent de son père. Cetshwayo veut restaurer la gloire militaire zoulou. Il reconstitue les régiments, renforce la discipline, accumule des armes. Cetshwayo réussit à acheter quelques fusils, principalement des vieux mousquets. En 1879, l'armée zoulou compte environ 2000 fusils pour 40 000 guerriers. C'est insuffisant, mais c'est mieux que rien. Les Britanniques, qui contrôlent maintenant tout le Natal et menacent d'encercler le royaume zoulou, deviennent nerveux. Le haut-commissaire britannique, Sir Henry Bartle Frere, décide que le royaume zoulou doit être détruit. Il cherche un prétexte. En décembre 1878, Frere envoie un ultimatum impossible à Cetshwayo. Dissoudre l'armée zoulou en 30 jours, accepter un résident britannique et payer des compensations pour divers incidents frontaliers. Cetshwayo sait que accepter signifie la fin de l'indépendance zoulou. Il refuse. Le 11 janvier 1879, 3 colonnes britanniques envahissent le Zululand. C'est le début de la guerre anglo-zoulou. Le 22 janvier 1879, l'armée zoulou remporte sa plus grande victoire. À Isandlwana, 20 000 guerriers zoulous attaquent un campement britannique de 1800 hommes. Cette fois, les Britanniques n'ont pas de lager. Ils sont dispersés, confiants, négligents. Les Zoulous s'encerclent le camp et attaquent Pong simultanément de tous les côtés. Les Britanniques tentent de former des lignes de tir mais sont submergés. En quelques heures, c'est un massacre. 1 300 soldats britanniques sont tués ainsi que 500 auxiliaires africains. Seuls 55 Britanniques s'échappent. C'est la pire défaite britannique contre une armée indigène au XIXe siècle. Les guerriers zoulous prouvent qu'avec une bonne tactique et un commandement compétent, ils peuvent vaincre une armée européenne moderne. Mais cette victoire est sans lendemain. Le même jour, à Rorke's Drift, 150 soldats britanniques repoussent 4000 guerriers zoulous. Les Britanniques sont retranchés dans une mission fortifiée. Encore une fois, les Zoulous se brisent contre une position défensive. Les Britanniques envoient des renforts. En juillet 1879, à la bataille d'Ulundi, une armée britannique de 5000 hommes écrase 20 000 Zoulous. Les Britanniques forment un carré avec des mitrailleuses Gatling à chaque coin. C'est Blood River, en pire. Les Zoulous subissent 1500 morts. Les Britanniques perdent 10 hommes. Cetshwayo est capturé. Le royaume zoulou est dissous et divisé en 13 chefferies rivales. L'indépendance zoulou est terminée. En 1887, le Zululand est annexé par le Natal britannique. Pour les Afrikaners, Blood River devient le mythe fondateur de leur nation. C'est leur exodus, leur victoire de David contre Goliath. La bataille prouve, selon eux, que Dieu les a choisis pour dominer l'Afrique australe. Cette croyance alimente le nationalisme afrikaner pendant plus d'un siècle. En 1910, quand l'Union sud-africaine est créée, les Afrikaners utilisent Blood River comme symbole de résistance contre la domination britannique.
Le général Louis Botha, Premier ministre, participe à la commémoration annuelle. En 1938, pour le centenaire, les nationalistes afrikaners organisent un grand trek symbolique. Des chariots à bœuf traversent tout le pays, suivant le chemin des Voortrekkers originaux. Des centaines de milliers d'Afrikaners participent. C'est une démonstration massive de fierté raciale et nationale. Cette célébration aide le Parti national à remporter les élections de 1948. Le nouveau gouvernement instaure officiellement l'apartheid. Blood River est enseigné dans toutes les écoles blanches comme une victoire sacrée. Le 16 décembre devient férié national. Le monument de Blood River, construit en 1939, devient un lieu de pèlerinage. Chaque année, le 16 décembre, des milliers d'Afrikaners s'y rassemblent. Des pasteurs prononcent des sermons. Des politiciens font des discours. Le vœu est renouvelé. Pour la population noire, cette célébration est une humiliation annuelle. Blood River représente le début de leur oppression. C'est le jour où les Blancs ont prouvé qu'ils pouvaient tuer des milliers de Noirs sans conséquence. C'est le fondement idéologique de l'apartheid. Dans les années 1950 et 1960, le mouvement anti-apartheid commence à contester cette narratrice. L'ANC, le Congrès national africain, dénonce Blood River comme un symbole de suprématie blanche. Nelson Mandela et ses camarades refusent de célébrer cette journée. En 1960, le massacre de Sharpeville se produit le 21 mars. La police tire sur des manifestants pacifiques, tuant 69 personnes. Pour beaucoup de Noirs sud-africains, Sharpeville est le nouveau Blood River. Un massacre disproportionné de Noirs par des Blancs armés. Dans les années 1970 et 1980, alors que la lutte contre l'apartheid s'intensifie, Blood River devient un champ de bataille symbolique. Les militants noirs organisent des contre-manifestations le 16 décembre. Des affrontements éclatent. La police réprime violemment. Certains intellectuels afrikaners commencent eux-mêmes à questionner le mythe. Des historiens revisitent la bataille avec un regard plus critique. Ils soulignent la disproportion des pertes, l'inégalité technologique, la brutalité de la conquête boer. Mais la majorité des afrikaners restent attachés au mythe. Blood River fait partie de leur identité collective. Remettre en question la bataille, c'est remettre en question leur droit à être en Afrique. En 1994, tout change. Nelson Mandela est élu président dans les premières élections multiraciales. L'apartheid est officiellement terminé. L'une des premières décisions du nouveau gouvernement, renommer le jour du vœu en jour de la réconciliation. Le 16 décembre ne célèbre plus Blood River, mais la réconciliation entre tous les Sud-Africains. C'est aussi la date de la fondation du Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC, en 1961. Les deux histoires se rejoignent. En 1998, le gouvernement construit le musée de Nkom, du côté zoulou de la rivière. Ce musée raconte la bataille du point de vue des vaincus. Il présente les guerriers zoulous comme des héros défendant leur patrie contre des envahisseurs. Un pont relie maintenant les deux monuments. C'est le pont de la Réconciliation. Les visiteurs peuvent commencer par le monument Boer, traverser le pont et finir au musée zoulou. C'est une métaphore puissante. Pour comprendre l'Afrique du Sud, il faut voir les deux côtés. Mais la réconciliation reste difficile. Certains afrikaners conservateurs continuent de célébrer Blood River comme avant. Ils viennent en nombre au monument, portent les drapeaux de l'ancienne République sud-africaine, chantent les vieux hymnes. Pour eux, la bataille reste une victoire sacrée. De l'autre côté, certains radicaux noirs veulent détruire le monument. Ils le voient comme un symbole de suprématie blanche qui n'a pas sa place dans la nouvelle Afrique du Sud. Des débats enflammés éclatent régulièrement sur les réseaux sociaux. Que nous enseigne Blood River aujourd'hui? D'abord, la supériorité technologique écrasante peut compenser n'importe quel désavantage numérique. 464 hommes avec des fusils valent plus que 15 000 avec des saguets. Cette leçon est universelle et intemporelle. Ensuite, le choix du terrain est décisif. Pretorius a gagné la bataille avant qu'elle ne commence en choisissant un emplacement défendable. Les défenses naturelles, la ravine, la rivière, le marécage, ont fait autant de victimes que les fusils. La bataille illustre aussi les dangers du courage mal dirigé. Les guerriers zoulous
ont fait preuve d'une bravoure extraordinaire. Mais cette bravoure, sans adaptation tactique, n'a mené qu'au massacre. Un commandement plus flexible aurait peut-être trouvé une autre approche. Blood River montre également comment une bataille peut devenir un mythe, et comment ce mythe peut façonner l'histoire d'une nation pendant plus d'un siècle. La victoire Boer est devenue le fondement idéologique d'un système d'oppression raciale qui a duré jusqu'en 1994. Enfin, la bataille et son héritage illustrent la difficulté de la réconciliation. Comment deux groupes peuvent-ils coexister quand l'un célèbre comme victoire sacrée ce que l'autre vit comme massacre fondateur de son oppression? L'Afrique du Sud lutte encore avec cette question. La rivière Nkom coule toujours. Elle traverse les collines verdoyantes du KwaZulu-Natal, serpentant entre les fermes et les villages. L'eau est claire maintenant. Il n'y a plus de sang. Le site de la bataille est devenu un lieu touristique. Des bus déposent des groupes de visiteurs. Des guides racontent l'histoire en anglais, en afrikaans, en zoulou, chacun avec sa propre version, son propre angle. Le monument Boer domine toujours le paysage. Les 64 chariots en bronze rouillent lentement. Une église en pierre se dresse au centre, construite dans les années 1970. Les visiteurs afrikaners viennent déposer des fleurs, dire des prières. De l'autre côté du pont, le musée Zoulou présente des expositions modernes. Des écrans vidéo montrent des reconstitutions de la bataille. Des guides expliquent les tactiques zoulou, la culture guerrière, les raisons de l'échec. Des vitrines exposent des armes traditionnelles, saguets, boucliers, massues. Les écoliers sud-africains visitent le site en sortie scolaire. Ils apprennent les deux versions de l'histoire. Leur professeur leur explique que la vérité est complexe, que l'histoire n'est jamais simple. Certains jours, on peut voir des afrikaners au monument Boer et des Zoulous au musée africain, chacun de leur côté de la rivière. D'autres jours, les groupes se mélangent, traversent le pont, visitent les deux sites. C'est l'Afrique du Sud moderne, divisée mais essayant de se comprendre. Blood River a influencé la pensée militaire en Afrique australe pour des générations. Le concept du lager est devenu central dans la stratégie Boer. Pendant les guerres des Boers contre les Britanniques, à la fin du XIXe siècle, les commandos Boers utilisaient constamment cette tactique. À la bataille de Majuba Hill en 1881, les Boers écrasent une force britannique. À la bataille de Spion Kop en 1900, ils infligent une défaite humiliante aux Britanniques. Dans les deux cas, les Boers utilisent des positions défensives fortifiées et leur supériorité au tir. Même l'armée sud-africaine moderne a retenu certaines leçons. Pendant les guerres de la frontière angolaise dans les années 1970 à 1980, l'armée sud-africaine utilisait des formations inspirées du lager quand elle opérait en territoire hostile. Les Zoulous aussi ont appris. Après Blood River et Isandlwana, ils ont compris l'importance des armes à feu. Sous cette Chwayo, ils ont tenté d'acquérir autant de fusils que possible. Mais c'était trop peu, trop tard. Le fossé technologique était déjà infranchissable. Un aspect souvent négligé de Blood River est son impact démographique. Le Mfekan, les guerres de Shaka et d'Engan, avaient déjà décimé la population de la région. Des historiens estiment qu'entre 1 et 2 millions de personnes sont mortes pendant cette période. Blood River et les guerres qui ont suivi ont encore réduit la population africaine. Les maladies apportées par les Européens, variole, rougeole, grippe, ont tué des milliers de personnes qui n'avaient aucune immunité. Le bétail des Africains a été massivement volé ou confisqué. Les terres agricoles les plus fertiles ont été prises par les colons. Beaucoup d'Africains sont morts de faim dans les années qui ont suivi la bataille. Cette dépopulation a facilité la colonisation européenne. Quand les Britanniques ont annexé le Natal en 1843, ils ont trouvé de vastes étendues apparemment vides. Ces terres étaient en fait vidées par la guerre et la maladie, mais les colons les ont considérées comme terra nullius, terre de personne. Les colons britanniques ont ensuite importé des travailleurs indiens pour les plantations de canne à sucre. C'est pourquoi le KwaZulu-Natal a aujourd'hui une importante population d'origine indienne, descendant de ces travailleurs importés. Pour comprendre l'importance de Blood River dans l'identité afrikaner, il faut comprendre comment ce peuple se définit. Les afrikaners se voient comme des Africains blancs,
différents des Britanniques ou des Hollandais. Leur langue, l'Afrikaans, est unique. Leur culture mélange des éléments européens et africains. Blood River est le moment où, selon leur narratif, ils sont devenus un peuple. Avant la bataille, c'étaient des fermiers en fuite. Après la bataille, c'était une nation. Le sang versé ce jour-là a créé un lien sacré entre eux. Le vœu de Blood River est particulièrement important. En promettant à Dieu de consacrer ce jour et de construire une église, les Voortrekkers ont créé une alliance divine. Pour les afrikaners religieux, rompre ce vœu serait un sacrilège. Cette mentalité a alimenté la résistance afrikaner pendant 150 ans, contre les Britanniques dans les guerres des Boers, contre l'ANC pendant l'apartheid. Toujours l'esprit de Blood River, un petit groupe de croyants contre une multitude hostile, protégée par Dieu. Mais cette mentalité a aussi des aspects sombres. Elle a justifié la ségrégation raciale. Si Dieu a donné la victoire aux Boers à Blood River, c'est qu'il veut qu'ils dominent. Si les Noirs ont été massacrés, c'est qu'ils méritaient leur sort. Cette logique tordue a sous-tendu l'idéologie de l'apartheid. Du côté zoulou, Blood River est commémoré très différemment. C'est le jour où la nation zoulou a commencé à perdre son indépendance. C'est le début d'un long déclin qui culminera avec l'annexion complète en 1887. Les chants traditionnels zoulous parlent de ce jour avec tristesse. Ils louent le courage des guerriers qui sont morts en défendant leur patrie. Ils maudissent Dangan pour sa trahison de Retief qui a déclenché la chaîne d'événements menant à la bataille. Certaines familles zoulous peuvent retracer leurs ancêtres jusqu'aux guerriers de Blood River. Ces histoires sont transmises oralement de génération en génération. Elles parlent du courage face à des armes terrifiantes, de frères et de pères qui ne sont jamais rentrés. Le musée de Nkom tente de préserver ces mémoires. Des interviews vidéo montrent des anciens racontant les histoires qu'ils ont entendues de leurs grands-parents. Des artefacts exposent la culture guerrière zoulou dans toute sa complexité. Mais il y a aussi de la fierté. Les Zoulous soulignent qu'à Isandlwana, 41 ans plus tard, ils ont vengé Blood River. Ils ont prouvé que le courage zoulou pouvait vaincre même l'Empire britannique, au moins temporairement. Cette victoire reste une source de fierté nationale. Les historiens débattent encore de nombreux aspects de Blood River. Les chiffres exacts restent controversés. 3000 morts zoulous, 1500, le nombre exact de guerriers zoulous, 10 000, 15 000, 30 000. Les sources varient énormément. Certains historiens afrikaners conservateurs défendent les chiffres traditionnels. Ils citent les témoignages des participants Boers. D'autres les contestent, arguant que les Boers avaient intérêt à exagérer pour amplifier leur victoire. Des archéologues ont fouillé le site dans les années 1990 et 2000. Ils ont trouvé des balles de mousquet, des douilles, quelques ossements. Mais le sol acide de la région a mal préservé les restes. Il est impossible de confirmer le nombre de morts par l'archéologie. Le débat n'est pas qu'académique, il a des implications politiques. Si les pertes zoulous étaient moindres, la victoire Boer apparaît moins miraculeuse. Si elles étaient aussi élevées que les Boers le prétendent, cela confirme leur récit d'une intervention divine. La question de la culpabilité morale est aussi débattue. Les Boers ont-ils commis un massacre? Ou était-ce une bataille légitime d'autodéfense? Les Zoulous ont-ils attaqué des civils innocents? Ou défendaient-ils leur territoire contre des envahisseurs? Les réponses dépendent largement de la perspective. Pour les Afrikaners, c'était de la légitime défense après le massacre de Winen. Pour les Zoulous, c'était une tentative de repousser des colons qui volaient leurs terres. Blood River a inspiré d'innombrables livres, films, chansons. En Afrique du Sud, c'est un sujet incontournable. Chaque génération réinterprète l'événement à travers sa propre lentille culturelle. Dans les années 1950 à 1960, des films afrikaners glorifiaient la bataille. Ils montraient des Boers héroïques défendant leur famille contre des hordes sauvages. Ces films étaient de la pure propagande nationaliste. Dans les années 1980, pendant la lutte anti-apartheid, des artistes noirs produisaient des œuvres montrant Blood River comme un massacre colonial. Des pièces de théâtre, des chansons, des poèmes dénonçaient la mythologie boer.
Après 1994, des tentatives ont été faites pour présenter les deux perspectives. Le roman Shaka Zulu de Joshua Sinclair, adapté en série télévisée, montrait la complexité du royaume zoulou. Des documentaires présentaient des interviews de descendants des deux côtés. Mais la réconciliation culturelle reste difficile. Un film sorti en 2016 présentant une vision équilibrée de la bataille a été boycotté par des groupes des deux communautés. Les afrikaners conservateurs l'ont trouvé trop critique. Les activistes noirs l'ont trouvé trop indulgent envers les Boers. Pour la jeune génération sud-africaine, surtout noire, Blood River devient une histoire de moins en moins pertinente. Les écoles n'y consacrent plus autant de temps. D'autres dates sont considérées plus importantes. Le 16 juin, soulèvement de Soweto. Le 27 avril, première élection démocratique. Pour beaucoup de jeunes afrikaners aussi, Blood River perd de son importance. Ils grandissent dans une Afrique du Sud multiculturelle. Le nationalisme ethnique de leurs grands-parents leur semble dépassé. Ils ne veulent pas être définis par une bataille vieille de presque 200 ans. Mais pour d'autres, Blood River reste symboliquement puissant. Les groupes afrikaners conservateurs l'utilisent pour mobiliser. Certains rêvent même de créer un État afrikaner indépendant, un Volksstaat, inspiré par l'esprit des Voortrekkers. Côté zoulou, l'intérêt persiste dans certains cercles. Le nationalisme zoulou, bien que moins visible qu'avant, existe toujours. Des partis politiques comme l'IFP utilisent des références historiques pour mobiliser les électeurs zoulous. Le jour de la réconciliation, le 16 décembre, est maintenant une fête nationale différente. C'est un jour férié, mais la plupart des Sud-Africains l'utilisent simplement pour se reposer, faire des barbecues, aller à la plage. Les commémorations officielles se concentrent sur la réconciliation nationale plutôt que sur Blood River spécifiquement. Des discours sont prononcés sur l'unité, le pardon, la construction d'une nation arc-en-ciel. Desmond Tutu et Nelson Mandela ont tous deux prononcé des discours mémorables ce jour-là. Mais dans certains endroits, les vieilles traditions persistent. Au monument de Blood River, quelques centaines d'Afrikaners se rassemblent encore chaque année. Ils portent des costumes Voortrekkers traditionnels. Ils chantent des hymnes en afrikaans. Ils renouvellent le vœu. De l'autre côté de la rivière, des Zoulous organisent leur propre cérémonie. Ils honorent la mémoire des guerriers tombés. Des chefs traditionnels prononcent des discours. Des danseurs exécutent des danses guerrières traditionnelles. Parfois, les deux groupes se rencontrent au milieu du pont. Ils se serrent la main, échangent des salutations. C'est maladroit, formel, mais c'est un début. La réconciliation est un processus long. Blood River reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire sud-africaine. C'est une bataille qui a tué des milliers d'hommes en quelques heures, qui a changé le cours de l'histoire, qui a créé des mythes durables, qui divise encore aujourd'hui. Pour certains, c'est une victoire miraculeuse, la preuve d'une alliance divine. Pour d'autres, c'est un massacre colonial, le symbole de l'oppression raciale. La vérité, comme souvent, est plus compliquée. C'était une bataille entre deux peuples luttant pour la survie. Les Boers fuyaient l'oppression britannique et cherchaient une terre libre. Les Zoulous défendaient leur territoire contre des envahisseurs armés. Les deux avaient leurs raisons. Les deux ont commis des atrocités. La rivière Nkom a coulé rouge ce jour-là. Le sang de milliers d'hommes a coloré ses eaux. Ce sang ne peut être effacé. Il fait partie de l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. L'Afrique du Sud moderne essaie d'honorer cette histoire sans la glorifier ni la cacher. Le pont entre les deux monuments symbolise cette tentative. Traverser d'un côté à l'autre, comprendre les deux perspectives, reconnaître la souffrance des deux côtés. Mais la réconciliation complète reste un rêve lointain. Les inégalités économiques persistent. La plupart des terres fertiles appartiennent encore à des Blancs. La pauvreté frappe disproportionnellement les Noirs. Blood River est devenue une métaphore. Deux communautés séparées par une rivière de sang qui ne s'est jamais vraiment tarie. Les 3000 morts, qu'ils soient exacts ou exagérés, représentent plus qu'un simple chiffre. Ce sont des pères, des fils, des frères. Des guerriers qui croyaient défendre leur patrie. Leurs sacrifices méritent d'être commémorés, même si leur cause était vouée à l'échec. Les 464 Boers qui ont survécu ce jour-là sont aussi devenus des légendes.
Pour leurs descendants, ce sont des héros qui ont fondé une nation. Pour d'autres, ce sont les architectes d'un système d'oppression qui durera plus d'un siècle. La vérité est que Blood River était inévitable. Quand deux civilisations entrent en collision avec de telles différences technologiques et culturelles, le conflit est presque garanti. Le résultat était prévisible. Ceux avec les meilleures armes l'emportent. Ce qui n'était pas inévitable, c'est ce qui a suivi. Le système d'apartheid, la ségrégation raciale, l'oppression systématique. Ces choix ont été faits par des hommes, pas par Dieu. Blood River n'a pas créé l'apartheid, mais son mythe l'a justifié pendant des générations. Aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, la rivière coule paisiblement. Les touristes prennent des photos. Les écoliers griffonnent dans leurs cahiers pendant les visites guidées. La vie continue. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, qui comprennent ce qui s'est passé ce matin de décembre 1838, la rivière ne sera jamais simplement une rivière. Ce sera toujours Blood River, un lieu où des milliers d'hommes sont morts, un lieu qui a façonné le destin d'une nation, un lieu qui continue de hanter l'Afrique du Sud moderne. Le sang a séché depuis longtemps, mais la mémoire, elle, reste fraîche. Et tant que cette mémoire existera, Blood River continuera de diviser et de définir l'Afrique du Sud, symbole d'un passé qui refuse de mourir et d'un avenir qui peine à naître.